Alors, je m'appelle Pascal Erhardt, je suis enseignant-chercheur en dialectologie alsacienne et mosellane et en sociolinguistique à l'université de Strasbourg. Et j'ai 33 ans. La dialectologie, en soi, c'est l'étude des dialectes. Les dialectes, ce sont des variétés de langues. Et pour le coup, là, à Strasbourg, on étudie les dialectes alsaciens, les parlers dialecto-alsaciens et aussi mosellans, faut pas les oublier. Et dans la mesure où il y a encore pas mal de gens qui parlent ces dialectes, je considère que c'est pas du tout une discipline morte, loin de là. Parce que les étudiants qui viennent chez nous en dialectologie, il y en a qui viennent pour faire de l'initiation à l'alsacien, alors eux évidemment ils partent de zéro, et puis il y a ceux qui parlent déjà et à qui on essaye de faire développer leur connaissance de l'alsacien, justement pour leur montrer que l'alsacien c'est pas vos asamantanitove ou vos morom samsta ou hesteka son gemait, enfin voilà, on essaye de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses, qu'on peut parler de choses très sérieuses en alsacien. Et moi, dans mes cours, je me sers à la fois de la littérature, mais aussi des médias, des archives audiovisuelles, parce qu'il y a eu des émissions à une époque, et qu'il y en a toujours d'ailleurs, des talk-shows en alsacien, dans lesquels les gens parlent de sujets parfois très sérieux, parfois très philosophiques, et ça marche, on y arrive. Donc on essaye de montrer ça à nos étudiants pour qu'eux aussi se disent « Ah bah oui, je connais ça vous fait ça, si je sais. » Mais c'est une exigence qui n'est pas forcément présente chez les gens au quotidien, ça évidemment. En fonction des cours, on a des publics très différents. On a par exemple lancé l'initiation à l'alsacien, et dans ce groupe-là, on a deux profils très différents. Le premier, c'est les étudiants étrangers qui viennent passer une année à Strasbourg et qui veulent savoir qu'est-ce qu'on parle à Strasbourg et qui veulent apprendre à parler, plutôt en Alsace, parce que pour le coup, ma collègue vient du Sungo et donc c'est son parler qu'elle leur transmet. Donc il y a la curiosité. Et puis il y a l'autre moitié du groupe, c'est des jeunes Alsaciens qui viennent nous dire moi mes parents ils m'ont pas appris à parler l'alsacien. Mes grands-parents ils parlent mais pas assez pour qu'on comprenne ou pas assez pour qu'on l'apprenne, et du coup ils viennent apprendre ce qui ne leur a pas été transmis à la maison. Donc ça c'est pour l'initiation. Et il y en a plein d'autres qui viennent dans des cours qu'on fait de pratique, qui s'intéressent justement à la culture, à la littérature, qui essayent de maîtriser mieux une langue qui est limitée à justement les échanges qu'on peut avoir à la kirve, enfin vous voyez, c'est pas très, justement ça va souvent pas très loin, et du coup c'est des étudiants qui cherchent un peu plus, qui essayent de comprendre mieux les fonctionnements de leur langue. Et puis l'autre profil qu'on a aussi, c'est des futurs enseignants d'allemand qui essayent de voir comment partir du dialecte que eux parlent pour passer à l'allemand, et aussi de réfléchir à la manière d'enseigner l'allemand à des élèves dialectophones, même si, bien sûr, ils sont de plus en plus rares dans les écoles, mais c'est quand même une question qui se pose. Et donc on a des cours de contrastivité, finalement, entre les parlers dialectaux et l'allemand standard, qui sont très très intéressants, parce qu'ils permettent de maîtriser mieux les deux codes. De voir ce qui est vraiment facile à apprendre pour un étudiant dialectophone en allemand. Par exemple, les verbes forts, on les connaît tous très facilement parce qu'on sait très bien que c'est ich bin komme et pas ich bin gekommen. Par contre, le prétérit, c'est une catastrophe parce que on n'a pas de prétérit en alsacien, et du coup, ça, il faut l'apprendre. Ça, c'est le type de choses auxquelles on essaye de sensibiliser nos étudiants. Concerne les dialectes alsaciens, ça fait quand même maintenant 70 ans qu'on nous dit que c'est fini, et puis finalement c'est Mario Holsnorto, donc Marite Holsnorvit. Alors bien sûr, il y a des signes inquiétants, mais on est quand même encore dans une situation où il reste assez de personnes, déjà pour se taper dessus, pour dire on dit comme ça, on dit pas comme ça, donc c'est plutôt bon signe. Et puis surtout, il y a encore pas mal de gens qui parlent au quotidien et qui sont en mesure de transmettre. Maintenant, je pense que ce qui reste à faire, c'est de convaincre aux gens qui peuvent encore le faire, de le faire. Et c'est peut-être là qu'il y a du travail. Et il y a encore plein de gens de mon âge qui sont là. Enfin, moi, j'essaye de rester optimiste, parce que sinon c'est foutu. Oui. Donc non, moi je le parle quand je peux. Enfin, c'est pas volontaire en fait. C'est juste, je sais qu'il y a des gens avec qui je peux le parler. À ce moment-là, je le parle. Et en fonction de ça, je m'adapte, en fonction des interlocuteurs. Mais chez moi, c'est pas vraiment une démarche volontaire. Je pense pas que ce soit vraiment conscient.
La dernière enquête qui avait été menée par l'OLCA estimait à 43% de locuteurs, mais ensuite il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est des gens qui parlent vraiment tous les jours? Si on va dans le détail de l'enquête, on voit effectivement que parmi les locuteurs qui se déclarent dialectophones, il n'y en a qu'une partie qui le parle systématiquement. Et donc il faut voir les chiffres en détail. Mais c'est vrai que bien sûr, la proportion de personnes qui parlent aujourd'hui activement, systématiquement l'alsacien, elle est limitée à la portion congrue. C'est évident que le français a remplacé le dialecte dans toutes les situations d'interaction. Mais l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, puisque maintenant, aujourd'hui, a priori, tous les Alsaciens connaissent le français, pourquoi est-ce qu'il y en a encore pas mal qui parlent l'alsacien? Ça veut dire qu'il y a quand même une fonction, quelque part, probablement, pour cette variété, qui est toujours là. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette fonction? Effectivement, c'est vrai que quand on observe un peu les usages, de toute façon, les dialectes sont réservés en général à la sphère privée, la famille, les amis. Et on n'a pas trop... Dans une situation un peu plus formelle, comme par exemple quand on fait des démarches administratives ou quand on contacte un avocat, là, on a tendance à passer plus par un standard parce que, effectivement, on ne s'y attend pas. Enfin, on ne s'attend pas à ce que la personne vous réponde en dialecte, et en même temps, peut-être que il y a déjà plus une forme de distance, c'est vrai. Ensuite, on peut prendre le contre-pied et justement provoquer un petit peu. Et voilà, mais c'est vrai que mais je pense que c'est la fonction qui reste pour les dialectes. Quand je disais tout à l'heure, si les dialectes sont encore autant parlés aujourd'hui, mine de rien, alors bien sûr, ils sont moins parlés qu'il y a 50 ans, mais par rapport aux autres langues dites régionales en France, on est quand même encore plutôt bien lotis. Et je pense que s'ils sont encore autant parlés, c'est parce qu'ils ont justement cette fonction-là, une fonction affective, et c'est pas tant les mots, mais la langue elle-même qui véhicule cette fonction affective, de connivence, je sais pas moi, de reconnaissance, Mais c'est vrai que cet humour, cette tradition de l'humour rhénan, cette satire, c'est effectivement... Enfin, moi, je le vois plutôt comme une manière de rire malgré tout. Hein. Bon, après, voilà, c'est le lieu commun. Germain Müller, il disait « Humour, ich will trotzdem Lord ». Et finalement, le rire, ça permet de surmonter des situations, justement, qui peuvent être tragiques. Et puis, bon, le destin de l'Alsace, si on peut parler de destin de l'Alsace, fait quand même qu'il y a des choses dont on préfère même ne plus parler, enfin, rétamon et métaphone, parce que, il y a un truc, pardon, je bifurque, mais c'est vrai que quelque chose qui me frappe en Alsace, on a du mal à exprimer ses sentiments. Enfin, et donc tout ce qui est tragédie, tout ce qui est difficile, on n'en parle pas, tout simplement, et on fait avec, et puis on avance. Et l'humour, c'est ce qui permet d'avancer. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, je sais pas si c'est spécifique à l'Alsace ou si c'est plus... Parce que moi, j'ai une éducation aussi protestante, un peu austère, donc je sais pas si c'est ça ou si c'est l'Alsace, mais c'est vrai qu'en Alsace, on a du mal à exprimer des sentiments, et du coup, on passe par un autre biais pour exprimer des choses. Et est-ce que c'est pour ça que l'humour est si important? Parce que justement, la tragédie, on n'en veut pas trop. La littérature alsacienne, est-ce que c'est forcément une littérature en alsacien? André Weckmann écrivait dans les 3 langues, et que ce soit ses textes en français ou ses textes en allemand, ils n'en sont pas pour autant alsaciens. Ils n'en sont pas pour autant pas alsaciens, pardon. Donc, encore une fois, je pense que dans la langue alsacienne, il y a des choses qui passent que la langue française, que ni la langue française ni la langue allemande ne peuvent faire passer, et c'est pour ça qu'elle est là, la langue alsacienne. André Weckmann, il disait on a 3 langues, une pour ceci, une pour cela, et une troisième pour rien. Et c'est cette langue pour rien, der Spruch für nix, c'est celle qui fait tout. Et je crois que c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son poème Ich steh's nicht alles, ou quelque chose comme ça. Shame on me, je ne le connais plus par cœur. Mais est-ce que ce serait pas cette langue qui serait la cerise sur le gâteau, ou qui ajouterait Enfin, je sais pas, c'est le truc en plus. C'est difficile à déterminer.
Mais effectivement, dans la littérature alsacienne, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a peu de prose, on a essentiellement de la poésie et du théâtre. Et le théâtre alsacien, là aussi, s'il y a quelque chose qui reste assez vivace, c'est bien ça. Le théâtre, la satire. Et je me suis souvent posé la question de savoir s'il n'y avait pas un lien entre langue et humour. Est-ce que l'alsacien, c'est drôle? Parce que régulièrement, et pas plus tard qu'il y a une demi-heure, j'expliquais à la maquilleuse ce que je faisais. Elle me dit « Ah oui, c'est drôle !» Tout de suite. Il y a quelque chose dans l'alsacien qui fait rire. Alors, est-ce que c'est cette association alsacien, théâtre alsacien, le théâtre alsacien, on fait que des choses pour rire? Alors, ça, souvent aussi, hein, c'est le critère des gens. Ja, man in théâtre gewan, man gehört gelort. C'est le critère. On en est que l'orton, c'était pas bien. Ça, c'est discutable, je trouve. Mais parce que le théâtre, est-ce que c'est que ça? Je pense que non, mais c'est quelque chose qui est quand même globalement très, très partagé hein, dans la région. Le théâtre alsacien, c'est forcément pour rire, et ça a probablement un rapport avec la langue. Parce que si vous allez voir, je sais pas moi, des pièces en français ou en allemand standard, là on s'attend pas forcément à rire. On va au théâtre pour avoir du théâtre, pour le spectacle, pour le contenu, et alors que pour le théâtre alsacien, beaucoup de gens y vont juste pour rire. Et ça leur suffit. Il y a des romans qui ont été écrits par des auteurs alsaciens, sauf que pour écrire un roman, la question se pose, dans quelle langue je vais l'écrire, et est-ce que je vais l'écrire en standard ou en dialecte? Et disons que le recours à l'écriture en dialecte, il répondait jusqu'à il y a encore pas très longtemps à une volonté de création artistique. Donc c'est plutôt la poésie ou alors plutôt le théâtre, le roman. Pour le roman, on privilégiait plutôt le recours soit au français, soit à l'allemand standard. Il y a Mariart qui a écrit de la prose en alsacien, mais c'est vrai que la portion de prose en alsacien est quand même très limitée parce que c'est un sacré boulot. Hein. Et du coup, ça pose la question de la scripturalisation de l'alsacien, de la mise à l'écrit et du choix de la graphie, etc. Et donc, je pense que cette question-là, elle peut expliquer que on préfère faire de la poésie, c'est plus court, et puis il y a plus de liberté de création, hein, et on peut peut-être plus se sortir je sais pas, des clous, je sais pas si ça peut se dire comme ça. Bien sûr qu'on peut imaginer des romans en alsacien, mais c'est tout de suite... c'est une autre forme, c'est un autre genre, donc voilà. Mais c'est vrai qu'actuellement, la question de la mise à l'écrit, elle se pose d'une autre manière, parce que avec le développement des réseaux sociaux, ce qu'on observe aussi, c'est que les gens, de plus en plus, ils écrivent maintenant spontanément en alsacien. Et ils savent pas, personne ne leur a jamais appris à écrire l'alsacien. Et donc ils se débrouillent avec ce qu'ils savent du français, de l'allemand et de l'alsacien. Et ça donne des formes parfois tout à fait originales. C'est un de nos nouveaux chantiers aujourd'hui en sociolinguistique, c'est de voir comment ça se passe et quelles sont les stratégies qu'utilisent les locuteurs quand, en 5 minutes, ils publient quelque chose sur un réseau social, et puis ça donne des choses parfois très, très incongrues et parfois difficiles à décoder. Et souvent, il faut comprendre l'alsacien, il faut comprendre l'allemand et comprendre le français pour pouvoir y comprendre quelque chose. Donc c'est assez intéressant. Mais ça, c'est complètement nouveau. Et là, on n'est plus du tout dans la production artistique, on est dans la production quotidienne. Parce que souvent, les gens écrivent l'alsacien avec les sons du français, donc ça donne des choses... More, par exemple, ils l'écriront avec un R ou 2 R. Parfois, ils écrivent aussi More, donc ça donne M-O-C-H-E. Faire. Oui, faire. Oui. Et du coup, c'est illisible, quoi. Il faut le décoder. Et vous ne pouvez pas le décoder si vous ne connaissez pas les différents codes, justement. Et là aussi, je me dis que c'est plutôt pas une mauvaise chose, parce que, d'une part, ça laisse aux auteurs une certaine liberté d'écriture. Ils peuvent écrire comme ils veulent. Je pense notamment à la graphie d'André Weckmann, qui était assez particulière. Et puis, d'autre part, ça signifie qu'il y a encore assez de gens qui connaissent la langue, comme je disais tout à l'heure, pour dire voilà, moi je choisis d'écrire comme ça. Ça montre encore une diversité, parce que y a des parlers très différents, hein, de Wissembourg
au Sungo, ben, vous ne trouverez pas du tout les mêmes productions, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et donc voilà, si on imposait... Alors bien sûr, il y a des tentatives d'harmoniser l'écriture. Il y a l'Ortal qui existe et qui est connu par un certain nombre de personnes. Mais est-ce que les gens vont spontanément utiliser l'Ortal pour écrire leurs messages sur les réseaux sociaux? L'Ortal, expliquez-moi. Pardon, l'Ortal, c'est une méthode d'orthographe alsacienne, c'est l'abréviation de orthographe alsacienne, qui a été développée par Edgar Zeidler et Daniel Krevna. Notamment, hein, il y a une association qui s'appelle Agathe qui travaille là-dessus. Après, je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est une forme d'écriture avec un certain nombre de signes qui permettent de refléter les différentes manières de parler l'alsacien et qui en même temps essayent de rester compréhensibles pour tous. Donc c'est une espèce de compromis voilà, qu'ils essayent de diffuser et qui pour le moment n'est pas encore très... Ça commence à être connu, mais c'est pas... Enfin, comme il n'y a pas d'enseignement, bah forcément on ne peut pas enseigner, que ce soit l'Ortal ou une autre graphie. Bien sûr qu'il y a une grammaire, hein. Les gens qui viennent me dire « oui, mais on peut parler comme on veut », bah certainement pas, hein. Il y a des pluriels, il y a des conjugaisons, il y a des verbes... il y a des verbes modaux, des verbes de modalité, donc il y a des règles, et c'est ces règles-là qu'on essaye justement de rappeler à nos étudiants, parce que bah, souvent, ils savent plus trop. Ils savent plus la différence entre Eschwil et Eschwot. Ça, c'est notre grand combat, c'est d'essayer d'expliquer la différence. C'est pas la même chose, c'est pas le même mode, quoi. Donc voilà. Mais effectivement, ça prouve qu'il y a une grammaire. Et pour le coup, il y a certaines formes qui sont quand même pas mal éloignées du standard, parce qu'on a gardé des formes anciennes, alors que le standard a évolué vers une forme commune, hein, ce qui est l'évolution logique. Et ça explique quelques particularités quand même. On peut se poser l'autre question, hein, qu'est-ce qu'un standard? Je veux dire, il n'y a personne qui parle le vrai français standard, ni personne qui parle le vrai allemand standard, ou qui ne enfin, au niveau de l'écrit, on peut s'en rapprocher, mais justement, ça permet aussi de marquer... alors, une identité, je ne sais pas, une appartenance, effectivement, le fait de mettre des signes de prosodie alsacienne, régionale, bah, ça fait partie aussi de la création. Je pense que c'est pas plus mal. Finalement, moi j'ai grandi dans les années 80 avec la télévision, les séries américaines, etc., les films, avec les films un peu sentimentaux, les belles histoires d'amour. Et on grandit avec ça, on rêve de ça, mais je me rends compte que dans ma vie à moi, je suis incapable d'avoir ce genre d'histoire. Chez moi, je vis, et puis on avance, et puis voilà. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, mais c'est pas du tout exprimé. C'est des choses... Est-ce que ça vient justement de cette culture alsacienne, de cette pudeur alsacienne, ou protestante, je ne sais pas. Mais ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui me frappe. Parce que justement, la tragédie, elle a lieu, mais on la commente pas. On fait avec. J'ai grandi effectivement à une époque où c'était clairement les standards qui étaient, que ce soit le français ou l'allemand. Hein. Moi, j'ai appris l'allemand à l'école, mais pour moi, c'était pas ce qu'on parlait à la maison, et du coup, c'était déjà plutôt une langue que j'apprenais, une langue alors étrangère, familière, hein, mais que j'apprenais facilement. Mais c'est vrai qu'il n'y avait rien de spécifiquement dialectal, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'offre, je sais pas moi, dans l'offre culturelle, enfin, à part le théâtre alsacien local, moi, j'avais pas l'impression, effectivement, qu'il y ait eu un mouvement où... C'est vrai que c'était difficile, hein. Enfin, les années 90, à part les émissions à la télé qui marchaient bien, Tintin en alsacien, ça, c'était quelque chose... c'était à peu près tout, c'était quand même très, très limité. Il n'y avait pas de mouvement, enfin, j'avais pas l'impression qu'il y ait quelque chose... Bon, c'est mon vécu, là, hein, que j'essaye de rendre. C'est pas du tout... Je sais bien sûr qu'il y avait une offre, mais c'était pas très... C'était clairement... moi, j'ai grandi avec... il faut apprendre le français, bien sûr. Enfin, même pas le... Enfin, il faut apprendre le français, c'était clair, quoi. C'était la langue de l'école. Il faut apprendre l'allemand, il faut apprendre l'anglais, et voilà. Et il n'y avait pas vraiment de place pour l'alsacien là-dedans. Il n'y avait pas vraiment de... Et
c'est vrai qu'avec mes camarades de classe, même si on parlait tous l'alsacien à la maison, ça nous serait jamais venu à l'idée de parler alsacien entre nous. Alors qu'on était au collège une classe de dialectophones. On était sélectionnés pour ça, parce qu'on était en classe européenne, bilingue, etc. On avait un très bon niveau d'allemand, mais on se parlait pas en alsacien entre nous. C'est venu par la suite, en fait. C'est aujourd'hui, quand je les vois, là, on se parle alsacien. Quel problème. Mais c'était une époque où ça le faisait pas trop de parler alsacien. Oui, c'est vrai, on parle de langue maternelle, on parle de Muttersprache. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que moi, ma langue maternelle, elle vient plutôt du côté de mon père. Ma mère a plus essayé de me transmettre le français. Donc, je suis pas trop à l'aise avec ça. Et pour moi, c'est pas très... Enfin, justement, parce que c'était plus la langue de mon père que celle de ma mère, pour moi, c'est... Enfin, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, vraiment, mais... A priori, c'est plus masculin que féminin, parce qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu aussi la répartition dans la pratique, les hommes ont plus tendance à dire qu'ils parlent alsacien que les femmes. Donc la répartition s'est inversée. Autrefois, c'était l'inverse. C'était les femmes qui transmettaient. Et donc je sais pas. Vraiment, j'aurais du mal à dire que c'est une langue féminine. Parce que les hommes cuisinent aussi aujourd'hui, que je sache. Ils peuvent faire des gâteaux aussi. Non, mais... Oui, parce que les femmes ont changé complètement de mode de vie. Les femmes se sont libérées, elles travaillent, et du coup, elles font garder les enfants. Et du coup, c'est plus nécessairement elles qui sont au contact tout le temps avec les enfants et qui transmettent la langue. Et donc forcément, bien sûr qu'il y a eu un changement. Et puis les femmes, pour leurs filles, elles espèrent encore mieux que pour elles. Et du coup, elles savent que la modernité, elle passe par le français, et ça, je pense que Hugues vous l'a dit beaucoup mieux que moi. Et du coup, elle privilégie la transmission du français. Moi, je pense que c'est pas exclusif. Enfin, je veux dire, moi, bien sûr, j'ai un petit accent, mais je pense que j'ai quand même une très bonne connaissance de la langue française, et ça m'empêche pas de parler l'alsacien. C'est pas du tout un handicap. Enfin, le fait de parler alsacien ne m'a jamais empêché de parler le français. Enfin, pour moi, c'est complémentaire, tout va ensemble. Donc, c'est... Enfin, je sais pas. Ensuite, moi, j'ai pas encore d'enfant, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout. A priori, je vais transmettre l'alsacien, mais est-ce qu'ensuite mes enfants auront l'occasion de le parler? Est-ce qu'ils auront assez d'interlocuteurs pour le parler? Ça. Les enfants aujourd'hui, leurs parents ne parlent plus assez bien l'alsacien pour le transmettre, alors ils se retournent vers leurs grands-parents, et du coup, les grands-parents, c'est eux effectivement qui sont sollicités pour faire ce boulot-là. Donc, comme les parents, les grands-parents ont grandi avec l'école française, il faut apprendre le français, etc., comme ils se disent que c'est la langue de l'école qu'il faut apprendre, je me dis, si l'alsacien pouvait avoir une place à l'école, il y aurait peut-être aussi un changement dans les représentations, et ça encouragerait peut-être effectivement les grands-parents à se remettre à parler alsacien avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants aussi. Il y a quelques années, j'étais en Australie, et j'étais accueillie chez des gens, et du coup, pour les remercier, je leur ai fait un gâteau. Et je me suis dit, je vais leur faire un Revelekuur alsacien. Et là, l'Alsace, elle est là-dedans. C'est pas le Revelekuur, c'est une forme de gâteau aux pommes. Et alors justement, quand je fais ce Revelekuur, alors que ce soit en Australie ou même ici, j'explique que c'est pas un crumble, parce que les gens voient un crumble. Et en fait, c'est pas un crumble, parce que dans le crumble, il n'y a pas d'œuf. Et c'est justement la manière dont on cuisine chez moi. C'est une recette de chez moi, et je ne pourrais même pas dire autrement qu'en alsacien ce que c'est. Pour moi, l'Alsace, c'est ça, c'est le Revelekuur, c'est la manière dont on vit ici, le rapport à la nature, qui n'est pas forcément le même qu'ailleurs, le rapport entre les gens, on disait tout à l'heure la pudeur, etc. C'est la manière dont on construit les maisons, c'est tout ça, quoi. C'est un ensemble d'éléments qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, qu'on trouve sous quelques aspects ailleurs, mais pas tout. C'est tout un ensemble, ça. Et la langue en fait partie. Mais moi, je connais plein de gens qui parlent alsacien spontanément, naturellement. C'est gar niks anders inkom. Enfin, pour moi, c'est la langue encore du quotidien. Même si je la parle beaucoup moins qu'il y a encore quelques années, parce que mes parents sont décédés, j'ai quand même encore des interlocuteurs avec qui je parle que l'alsacien. Je ne peux pas parler autre chose. Donc, c'est une question d'avoir des interlocuteurs, c'est ça. C'est une langue très imagée, et effectivement, les images les plus colorées, on va dire, sont celles qui passent le mieux. Mais c'est aussi une manière, encore une fois, pour les Alsaciens d'exprimer leurs sentiments, parce que souvent, ils n'ont pas les mots, alors ils passent par des images. Et c'est peut-être aussi ça qui fait la richesse de la poésie. Parce que moi, ça m'énerve un peu, j'avoue, quand les gens disent
que tous les mots qu'ils connaissent, c'est des gros mots, bah oui, bon, bah voilà, c'est facile, quoi. Enfin, c'est ce qui m'agace souvent, c'est le manque d'exigence et d'ambition, parfois, que les gens ont. Et j'essaye de... Non, mais c'est comme un reste. Oui, c'est ça, bah, c'est tout ce qui reste. Ouais. Mais ça, c'est fort dommage. Et justement, le jour où on ne saura plus que dire des gros mots, bah là, je pense que moi, je pourrais mettre la clé sous la porte. Mais bon, je suis optimiste et je pense qu'on en est encore loin.